Hélène Frade nous a rejoint, elle, pour la revue de presse française. Bonjour Hélène. Bonjour, alors on va parler, Pauline nous l'a promis, de cette interview de François Hollande. Mais d'abord on va commencer par revenir sur cet attentat d'Istanbul, l'attentat qui a touché l'aéroport international et qui a fait au dernier bilan 42 morts. Des 3 attentats qui ont frappé la ville depuis le début de l'année, celui de mardi soir est de loin le plus meurtrier. Une attaque attribuée par les autorités turques au groupe État islamique, rappel 20 minutes, qui parle d'une destination à risque. Le Quai d'Orsay a appelé les touristes qui souhaitent s'y rendre à la vigilance. Longtemps soutenue par le gouvernement turc, l'organisation djihadiste se retourne maintenant contre son protecteur, comme Ben Laden en son temps accuse l'humanité, qui juge que le président Erdogan doit payer pour sa complicité mortifère, je cite, avec les djihadistes. Une complicité, une complaisance à laquelle le gouvernement turc a toutefois décidé de mettre un terme en 2015, d'après le spécialiste de la Turquie, Didier Billon, dans Le Parisien, qui explique que ce retournement a entraîné effectivement des représailles de la part de l'organisation. La vague de violence qui déferle depuis un an sur la Turquie a incité Erdogan à revoir sa stratégie diplomatique, à tenter de briser son isolement, rappelle Le Figaro, qui relève que l'attentat de mardi soir s'est produit au lendemain de l'annonce par la Turquie de la normalisation de ses relations avec Israël et la Russie. Voilà, cette nouvelle attaque contre l'aéroport international, eh bien, selon Libération, elle expose les failles du transport aérien. Le journal évoque une surveillance aéroportuaire qui montre ses limites. Va-t-il falloir élargir les zones de sécurité à l'ensemble des bâtiments des aéroports, hall compris? Libé revient sur l'exemple des Israéliens qui ont été les précurseurs de l'hypersécurité aérienne, une sécurité qui a longtemps été jugée excessive, mais qui est vue d'un autre œil à présent. L'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv est considéré comme le plus sûr au monde, mais s'y rendre relève du parcours du combattant. Les voyageurs doivent se présenter au moins 3 heures avant l'embarquement et franchir auparavant un premier barrage filtrant à environ 3 km du bâtiment qui précède une autre série de barrages dans l'enceinte de l'aéroport dont les vitres sont blindées. Une série de filtres et d'interrogatoires qui sont menés notamment par des anciens des unités spéciales de Tsahal ou des renseignements militaires. Grosso modo, à calculer Libération, chaque passager embarquant à Tel Aviv subit 11 contrôles différents. Au menu de la presse française aussi ce matin, Hélène, le Brexit, un Brexit qui est désormais présenté comme irréversible. Les dirigeants de l'Union européenne réunis pour la première fois à 27 ont pris acte du vœu britannique et édicté leur ligne rouge pour le divorce à venir, d'après Le Figaro, qui annonce que la question des migrants européens risque d'empoisonner pour de longues années la conclusion des futurs accords commerciaux entre l'UE et l'île. Les responsables de l'UE assurant que le Royaume-Uni n'obtiendra pas l'accès au marché intérieur s'il n'accepte pas les 4 libertés de circulation, y compris pour les Européens qui comptent s'installer et travailler outre-Manche. La question de l'immigration, on le sait, a motivé une part importante du vote Leave en faveur du départ. De là, en conclure que les électeurs britanniques sont tous des vieux cons racistes, il n'y a qu'un pas que beaucoup de commentateurs auraient franchi à tort, selon Slate, qui s'indignent de ce qu'ont pu dire ou écrire certains d'entre eux, notamment l'essayiste Bernard-Henri Lévy, qui a parlé de victoire des casseurs et des gauchistes débiles, des fachos et hooligans avinés et embiérés, des rebelles analphabètes et des néo-nationalistes à sueur froide et front de bœuf, je le cite. On oublie que le Royaume-Uni est l'un des pionniers de la démocratie moderne, qui aurait sans doute encore des leçons à nous donner en la matière, défend Slate, qui juge qu'il eût fallu sans doute examiner de manière un peu plus calme certains arguments des partisans du Brexit, notamment ce qu'ils ont pu dire sur le déficit démocratique de l'UE. Voilà, le Brexit sur lequel revient également François Hollande. Le voici, l'entretien qu'il a accordé ce matin aux Échos. Très long entretien, elle a dit, au cours duquel le chef de l'État estime que le choix du peuple britannique est irrévocable et qu'il n'y a pas de temps à perdre. L'immobilisme, prévient-il, serait la dislocation de l'Europe. François Hollande qui parle aussi politique française et s'adresse aux électeurs de gauche qui seraient déçus par son mandat. Trahir c'eût été de laisser le pays dans l'état dans lequel je l'ai trouvé. Je m'en expliquerai devant les Français autant que nécessaire, je le cite. Pour terminer, toute autre chose, Vincent, je sais que vous mourrez d'impatience d'avoir des nouvelles des Bleus qui se reposent en ce moment à Clairefontaine avant le match de dimanche. Info exclusive, Vincent, du Parisien. Pendant leur temps libre, les joueurs français se passionnent pour un jeu de cartes appelé Trou Duc ou encore le président.
Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ce jeu, il s'agit de se débarrasser le premier de toutes ses cartes en bluffant ses adversaires. Blufferont-ils l'Islande en quart de finale? Réponse dimanche soir. Vous m'expliquez les règles. Merci Hélène Pratt pour cette revue de presse française. Rendez-vous dans 2 heures pour la presse internationale.